C'est l'Institut psychiatrique Mont-Royal. Je te lève mon chapeau, hein, travailler dans un endroit comme ça. Non! Lâchez-moi! Des tueurs, des pédophiles, des violeurs. Mais un endroit comme ça, c'est un peu la poubelle de la société, non? Je serais surpris de ce qu'on peut trouver dans une poubelle. Un extrait de la nouvelle série dont tout le monde parle, Empathie. C'est écrit par Florence Lompré. Elle a été conseillée par 2 médecins psychiatres. Cette série explore vraiment avec une grande humanité l'univers de la psychiatrie en milieu clos et ça se passe dans un institut fermé. Au Québec, on pense bien sûr à l'Institut Philippe Pinel. Alors, la série raconte l'histoire d'une psychiatre qui traite des personnes ayant commis des crimes graves en raison de leur maladie mentale, ce qui nous rappelle évidemment certains cas dans l'actualité, des cas dramatiques, bouleversants qui nous brisent le cœur. On peut penser à différents cas. Je commence par celui de Pierre Saint-Amand, cet homme qui, en psychose, a foncé avec son autobus dans une garderie de Laval. 2 enfants sont morts et puis plusieurs enfants blessés. Ça laisse des traces incroyables. Un cinéaste québécois, Emmanuel Gendron-Tardy, qui a tué sa mère alors qu'il était convaincu d'être entouré d'acteurs, sa mère qu'il aimait plus que tout au monde. Ou encore à l'attaque à la voiture bélier à Vancouver, qui a fait 11 morts vendredi dernier. Le suspect était connu des services sociaux en santé mentale en Colombie-Britannique. Et tout à l'heure, on va aller à Vancouver. Aujourd'hui, en Colombie-Britannique, c'est une journée nationale de deuil. Et à 20 h ce soir, il y a une messe à la mémoire de ces victimes. Alors, comment faire face à ces troubles mentaux graves qui conduisent à commettre l'irréparable, des crimes vraiment incommensurables? Est-ce possible de prévenir ces tragédies? Mon invité est médecin psychiatre surspécialisé en psychiatrie médico-légale. Elle appartient au CIUS Mauricie du Centre du Québec et est présidente aussi du comité de médico-légal de l'Association des médecins psychiatres. Bonsoir, Dr. Allard. Merci d'être avec nous. Bonsoir, Madame Laurendeau. Merci de m'avoir invité, mais pour l'association. Oui, évidemment, c'est de faire le lien entre cette série dont tout le monde parle et la critique dit que ça jette une lumière avec empathie sur cet univers extrêmement complexe et qui nous échappe, la compréhension nous échappe, et l'actualité. Alors, ça occupe énormément beaucoup de place dans l'espace public. D'abord, comment avez-vous réagi à ce que vous avez pu voir de la série? J'ai pas terminé la série, mais j'ai commencé à la regarder. Je vous dirais que ça décrit avec une grande sensibilité et aussi avec des fois de l'humour ce qui peut se passer dans un hôpital psychiatrique. Tu sais, on sait, ça représente l'Institut national de psychiatrie légale Philippe Pinel, ce qui est un établissement qui reçoit des gens qui ont des maladies très, très, très graves. Mais partout au Québec, on a des patients qui souffrent de troubles mentaux graves et qui occupent quand même une place importante dans notre travail quotidien, puis aussi dans les lits, dans l'occupation de nos lits en psychiatrie. Parce que dans la série, quand Mme Lompré décrit la série, elle dit on veut avoir de la compassion pour ce que l'on considère les pires de la société. Puis on entend l'extrait, on a dit c'est un monde de fous. Oui. Pourquoi vous allez travailler là? C'est un monde de fous. Mais c'est un monde qu'on ne connaît pas. Pourquoi c'est important de comprendre et de vivre avec grande émotion dans la série des moments bouleversants? En étant témoin de psychose, des symptômes, dans le fond, de ces personnes qui ont des troubles mentaux graves. Oui. Mais je pense qu'avec ce qu'on vit dans notre société quotidiennement, vous avez nommé 3 situations qui sont arrivées récemment, qui peuvent causer beaucoup d'incompréhension, beaucoup de douleur pour les familles. Tu sais, je lisais dans la presse ou dans le Devoir, des familles qui ont témoigné au procès, ça a créé, je pense que tout le monde était très, très ému. Ce qu'on entendait aussi, c'est que les familles ne se sentent pas entendues, ni par le système de justice et non plus par le système de santé, ou mettons par le système en psychiatrie. Fait que ça, c'était quelque chose qu'on constatait. Puis on sait que c'est un système qui est très complexe. C'est difficile. Une fois qu'on est rentré dans ce système-là, on peut peut-être arriver, mais c'est compliqué pour tout le monde, que ça soit pour les patients, les familles, même les psychiatres ou l'autre intervenants en santé mentale.
Fait qu'on ait une série comme ça qui peut nous aider peut-être à démystifier, à comprendre qu'il y a les victimes, il y a toutes les gens qui vont avoir été justement victimes, agressées, même tuées par des gens qui souffrent de problèmes de santé mentale graves, mais aussi de l'intérieur, comment ces gens-là vont souffrir et que lorsqu'ils se réveillent, entre guillemets, là, d'une psychose après avoir commis un geste grave, c'est extrêmement souffrant puis ils vivent beaucoup de culpabilité. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on est reconnu non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux, ça veut dire qu'on est reconnu coupable. On a posé les gestes. Fait qu'on a fait quelque chose de très, très grave. Puis, à cause qu'on a une maladie mentale, on est, si on peut dire, déresponsabilisé, mais il y a des conséquences. D'ailleurs, le Code criminel le dit bien à l'article 7. Je pense qu'on a un texte, on peut le présenter à nos téléspectateurs. C'est que tout crime comporte, pour être un crime, il faut qu'il y ait une intention. L'article 16 dit la responsabilité criminelle d'une personne n'est pas engagée à l'égard d'un acte ou d'une omission de sa part survenue alors qu'elle était atteinte de troubles mentaux. Donc, on doit faire la preuve, d'où le fameux... On dit tout le temps non-responsabilité criminelle. Et dans ce sens-là, les gens... Je ne sais pas si c'est le terme qui frappe les gens en disant, ben voyons donc, il a fait quelque chose, mais il est non criminellement responsable. Les gens ont l'impression, dans le fond, qu'il échappe à la justice et même qu'à la limite qu'il échappe à la santé et que ça stigmatise, évidemment. Puis les gens se sentent abandonnés. C'est ça que les victimes de la garderie, les parents ont dit. Oui. Mais en fait, les gens qui sont reconnus non criminellement responsables pour cause de troubles mentaux sont pris en charge par le système de santé. Parce qu'on doit évaluer leur dangerosité et le but, c'est qu'il n'y ait pas de récidive, mais aussi que ces gens-là reçoivent des soins. Fait qu'il y a un double rôle lorsqu'on est reconnu, on dit NCR, là, c'est que la CETM va les prendre en charge pour évaluer la dangerosité qui va être évaluée minimalement chaque année, mais aussi qu'ils reçoivent des soins. Le tout, c'est qu'on ne veut pas que ça recommence. On veut qu'il n'y ait pas d'autres délits. Oui, une chose qui est souvent évoquée, puis ça a été évoqué dans une lettre cette semaine au Devoir, c'est qu'un des caractéristiques de la maladie mentale, c'est le déni par la personne qui est malade. Et les proches, les familles se sentent démunis. Puis avec le cadre légal actuel qu'on promet de revoir, mais qui n'est jamais revu, ça laisse devant une grande impuissance les familles. Alors, évidemment, je vais d'abord, avant de finir ma question, on va entendre les témoignages de victimes hier, au procès, à la fin du procès de M. Saint-Amand, puis on va revenir. J'ai la chance d'avoir encore mes 2 enfants avec moi. Un avec beaucoup de traumatisme. Mais je pense qu'il n'y aura jamais mot pour décrire qu'est-ce qu'on ressent puis que ça passera jamais. Puis lui va s'en sortir comme si rien n'était, c'est ça qui me fait le plus mal. J'ai perdu ma sérénité, ma tranquillité de maman. On pose son enfant le matin, on le serre un peu plus fort, on lui fait un plus gros bisou, on le sent, mais à ne plus pouvoir respirer parce qu'on a besoin de sentir ces dernières petites odeurs au cas où. On a besoin d'aide, nos enfants ont besoin d'aide, ils en auront peut-être besoin d'aide plus tard. T'sais, on ne sait pas dans combien de temps, puis on espère que les ressources vont être là. Ça, c'est des témoignages éloquents, bouleversants. En même temps, à l'intérieur de 2 semaines, il y a eu 2 cas. Il y a eu celui-là qui a été jugé par les tribunaux et il y a eu un autre cas, celui du jeune cinéaste dont je parlais. Et le frère a écrit une lettre publiquement, puis il dit... D'abord, il aimait sa mère plus que tout. Lui, le soutien de sa famille. Il est très bien entouré, mais il s'est dit abandonné parce qu'ils ont tout fait pour avoir un suivi psychiatrique, etc. Donc, on a 2 situations. Dans un cas, on assume, on soutient le malade, puis on veut qu'il soit soigné. Dans l'autre cas, c'est difficile à avaler qu'il va être placé puis qu'il n'est pas trouvé coupable. Oui. Mais je pense que c'est 2 situations quand même différentes parce qu'il y a, dans la situation de M. Saint-Amand, il n'y avait pas beaucoup de signes, il n'était pas connu. Il y a une histoire de traumatisme, mais ce n'est pas tous les gens qui ont des histoires de traumatisme qui vont devenir psychotiques. Fait que, est-ce que la prévention était peut-être beaucoup plus difficile à faire? Dans le cas de M. Gendreau Tardif, c'était un peu différent. Il était connu. Puis là, ce qu'on peut voir, c'est que c'est comme si on n'a pas pu agir au niveau de la prévention. Maintenant, un peu actuellement, comment la loi est faite, puis sans jugement, mais c'est comme ça, c'est qu'on doit avoir un risque, une dangerosité. C'est plus qu'un risque, il faut que ça soit qu'il y ait une probabilité qu'il arrive quelque chose. Puis
je pense que ce que l'association défend, puis on n'est pas les seuls, c'est qu'il faudrait qu'on puisse agir beaucoup plus en amont. Fait qu'on soit capable de prévenir la détérioration de l'état mental. Donc, peut-être avoir plus... Je pense que c'est de dire, est-ce que plus de pouvoir, non, mais qu'on puisse, qu'il y ait une possibilité d'action. Puis on pense aussi il faut que les familles soient beaucoup plus impliquées puis qu'il y ait plus accès à donner de l'information. Oui. Ce que la loi ne permet pas actuellement. Ce que la loi ne permet pas actuellement. Et ces patients-là ont le droit à la santé, alors que d'autres estiment qu'ils ont des droits. Ils lui disent qu'ils ont le droit de refuser les traitements. C'est un grand paradoxe, non? Oui, parce que vous savez, une maladie mentale grave, le problème et un des principaux symptômes, c'est que ça entraîne une altération du jugement puis de l'autocritique. Fait que vous avez une maladie mentale grave, vous la reconnaissez pas, puis c'est comme, à cause de ça, vous voulez pas les traitements. Ça fait que, je pense que les gens qui ont un trouble mental grave, même si on leur retire des droits temporairement, c'est pour leur permettre par la suite d'être mieux et de les récupérer et de les garder. La psychiatre dans la série, le titre porte empathie, c'est qu'elle veut démontrer qu'on peut avoir de la compassion pour faire comprendre ce que vivent les patients et les efforts qui sont faits pour les soigner et protéger le public, la protection du public, parce qu'ils sont à huis clos. Ces gens-là vont être là pour des années, souvent. Oui. Puis quand on est reconnu non criminellement responsable, la majorité du temps, c'est parce qu'on souffre d'un trouble psychotique. Et là, on va se retrouver dans un établissement de santé, mais c'est des prisons psychiatriques, là, je veux le mettre entre guillemets, mais c'est des milieux qui vont être quand même très contraignants. Les gens vont avoir des conditions à respecter. Puis ça peut être pour plusieurs années. Puis il y a des patients qui, pour la gravité du délit, disons que les restrictions vont être beaucoup plus importantes que s'ils étaient passés par le système judiciaire ordinaire. Parce que les gens peuvent penser qu'ils s'en tirent. Vous en avez de ces patients-là? Vous avez à l'occasion des victimes. Dans le film, Mme Lompré, qui est comédienne, montre de la grande écoute et de la sympathie ou de l'empathie, dis-je, pour ces patients-là. C'est bouleversant quand on regarde ça. On ne peut pas croire que les gens vivent ça à chaque jour dans un hôpital. Comment on développe son empathie pour ces patients-là? Je pense qu'à la base, si on va en médecine, on a une empathie, ou si on décide de travailler dans le système de santé, c'est qu'on est intéressé par l'autre. La psychiatrie, on a accès aux confidences, à l'intimité des gens. En même temps, c'est un très grand privilège. Vous savez, moi, quand un patient me raconte son délit, puis se met littéralement très vulnérable devant nous, il faut qu'on soit empathique, il faut qu'on soit respectueux, puis qu'on dise on va l'accompagner. Puis le but, c'est de l'accompagner dans sa maladie pour qu'il se rétablisse, puis qu'il puisse redevenir un acteur de la société qui peut aimer, qui peut être aimé, qui peut travailler ou se sentir utile. C'est ça que les victimes ne comprennent pas souvent, les familles des victimes. C'est tout un défi. Ça peut être très difficile à comprendre. Moi, je comprends que les victimes ne comprennent pas. Puis en même temps, je pense que notre rôle en psychiatrie générale ou en psychiatrie légale, on veut prendre soin de ces gens-là pour qu'ils redeviennent, qu'ils se retiennent bien dans leur vie. Docteur Allard, merci beaucoup. Donc, on peut inviter les gens à voir cette série Empathie qui ouvre une fenêtre sur l'univers de la psychiatrie en cas de troubles mentaux graves. Merci beaucoup, Docteur Allard. Bonne soirée. Merci à vous. Merci. Bonne soirée.